Ils sont 5. Leur couleur de peau varie entre le vert et le bleu, avec un soupçon de jaune, des yeux globuleux, de grandes bouches, de drôles de créatures, plutôt intelligentes, capables de faire repousser leurs membres amputés en les arrosant. Alors certes, ils maîtrisent notre langue, mais viennent évidemment d'une autre planète, une planète natale pulvérisée par un astéroïde, les obligeant à trouver refuge sur notre Terre. Cet exil séduit les uns, débecte les autres. Corvo, par exemple, le chef de cette étrange tribu. Planet Schlorp was a perfect utopia until the asteroid hit. 100 adults and their replicants were issued a pupa and escaped into the space, searching for new homes on uninhabited worlds. We crashed on Earth, stranding us on an already overpopulated planet. That's right, I've been talking this whole time. I'm the one holding the pupa. My name's Corvo. This is my show. I just dropped the pupa. Do you see me? This is ridiculous. I hate Earth. It's a horrible home. And one of these days I'm gonna blow it up and just be done with the whole stupid thing. I swear to God. Bienvenue dans Seriland, zoom sur la nouvelle production Disney, Solar Opposite, et sur ses autres séries animées destinées aux adultes. Seriland, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité. Je m'appelle Eva, je suis une enfant de la télé, biberonnée au dessin animé. Avec les années, cette fascination pour les films d'animation ne m'a jamais quittée. Les sorties ciné, quand il y avait encore des cinémas, de chaque long métrage estampillé Disney font toujours office de rituel. Un moment attendu comme une petite bulle d'oxygène me permettant de replonger dans des souvenirs d'enfance. Et puis sont arrivées sur nos écrans des séries d'animation réservées aux adultes. On y parle politique, sexe, beaucoup de sexe. Les images sont parfois violentes, sanguinolentes, mais au même titre que les autres fictions, elles nous racontent aussi quelque chose de notre société. Le 23 février, la plateforme Disney+ lancera un nouveau service baptisé Star, un univers réservé aux grands, avec des films, des séries fleurant bon la nostalgie comme Les Craquantes, Desperate Housewives ou Ugly Betty. Et puis, des séries exclusives comme Solar Opposite, nouvelle création animée, politiquement incorrecte et très drôle. L'occasion donc de se replonger dans les séries animées emblématiques pour adultes. Avec mon équipe de Sérivore, Clémence Olivier, Margot Barallon et Patrick Notre-Voix, on a revu notamment des épisodes des Simpsons, de BoJack Horseman ou encore de Monsieur Flap, de quoi rire et réfléchir. Il nous restait à trouver quelqu'un capable de nous apporter son regard de connaisseur sur ce sujet. Il s'appelle David Alric, il est producteur, cofondateur de Bobby Prod et Bobby Pills, studio de création français, à qui on doit notamment Monsieur Flap, Les Cassos et d'autres séries dont il va tout nous dire. David Alric est notre invité expert. Au programme de cet épisode également, notre sélection de la semaine. Avec Margot, nous avions très envie de vous parler de la nouvelle création originale de Canal+, 9 meufs, sans personnages animés, mais avec des vraies actrices et de vrais acteurs. Seriland, épisode 49. La série de la semaine. Bonjour Margot Barallon. Bonjour Eva. Vous avez été biberonnée aussi à coups de dessins animés quand vous étiez enfant. Ah oui, évidemment. Forcément, les Disney, et puis après les films d'animation japonais. Les mangas, tout ça, vous avez cette culture-là. Aussi. Mais en revanche, la série animée, c'est venu bien plus tard. Et la série animée pour adultes aussi, voilà. Ça marche avec. Voilà. Bonjour David Alric. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous allez nous raconter comment se porte le secteur des séries animées pour adultes. Oui. On va répéter plusieurs reprises pour adultes. On va le comprendre aussi. Je ne connais que ça de toute façon, donc je ne pourrais pas parler d'autre chose. Vous avez été biberonné au dessin animé aussi. Oui, comme tout le monde. Quelle génération vous êtes ? Moi, je suis né en 80. Donc génération Club Dorothée. Oui, pas mal. Avec des films japonais, avec des dessins animés japonais, oui. Notamment. Alors après, moi, c'était un peu particulier parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire de 0 à 12 ans. Donc j'avais des dessins animés très en retard et j'en avais un par semaine. Un par semaine. Voilà, parce que là-bas, la télé, le système de télé était peu développé à l'époque, donc il y avait une chaîne de télé, il y avait 1 ou 2 dessins animés par semaine, donc effectivement, ça avait beaucoup de valeur pour moi. Et celui qui vous a marqué ? Alors celui qui m'a marqué, paradoxalement, c'était vraiment un dessin animé fait en Côte d'Ivoire par une équipe d'Ivoiriens qui parlait vraiment du pays, et ça avait une saveur jamais vue ailleurs. C'était l'histoire d'un petit garçon avec son perroquet. D'accord. Je me rappelle plus le prénom. On va essayer de retrouver ça. Mais pour commencer, donc j'aimerais qu'on s'arrête, avant de parler de vos productions, David Alric, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette nouvelle série animée donc, qui s'appelle Solar Opposite, qui sera disponible sur Star, le nouvel univers de la plateforme Disney+. C'est l'histoire de 4 extraterrestres, presque 5 d'ailleurs, Margot. Oui. Il y a un petit bébé. Il y a un petit bébé. Qui trouvent tous refuge dans un quartier pavillonnaire d'une banlieue américaine un peu paumée. Le chef de la tribu, Corvo, déteste la Terre. Il n'a qu'une idée en tête, c'est
repartir, pendant que ses compatriotes, eux, sont plutôt heureux sur cette planète où on peut regarder la télé et manger des bonbons, pour pas dire des bons becs. Une série signée Justin Roiland et Mike McMahon, à l'origine déjà de Rick et Morty. Margot, en une phrase, est-ce qu'il faut regarder Solar Opposite ? Je peux même vous le faire en un mot, oui, évidemment. Non, plus sérieusement, c'est vraiment une série qui est à la fois très drôle, très fine, intelligente. Et surtout, moi je trouve que sa grande qualité, c'est de garder une certaine cohérence. Pour ceux qui ont vu Rick et Morty, c'est assez hilarant, je trouve, mais relativement foutraque. Et là, dans Solar Opposites, il y a vraiment une cohérence dans le propos qui lui donne une grande qualité, je trouve. Est-ce que vous êtes tombé sur Solar Opposite, David Alric ? J'ai vu le teaser, Oui. que j'ai trouvé très bien. Après, quand même, moi, je m'interroge sur la proximité avec Rick et Morty. Eh bien, en fait, c'est assez différent. J'ai l'impression que voilà, sur le teaser, j'ai l'impression que c'était presque la même chose, avec les mêmes ingrédients qui restent la famille, qui restent la science-fiction, le dessin qui est forcément, il y a vraiment les mêmes ingrédients. Moi, j'ai préféré Solar Opposites, par exemple, et justement parce que j'ai trouvé que c'était un peu moins anthologique presque que Rick et Morty, où c'est des aventures qui recommencent à chaque épisode. Là, il y a vraiment une continuité. C'est un peu les Simpsons meets Rick et Morty, du coup. Exactement. Exactement. C'est un peu ça. Et il faut regarder les deux séries, Rick et Morty et Solar Opposite, et Kimbo, qui était donc le dessin animé camerounais que vous regardiez quand vous étiez petit. Merci. On a retrouvé le nom, vous avez vu ? Super, je suis magicienne. Bravo. Solar Opposite met en scène 4 personnages fonctionnant en duo. Donc il y a d'un côté Corvo et Yumi Yulak, pour qui la Terre est synonyme de pollution, de consumérisme excessif. Et donc il y a une vraie critique de la société contemporaine. Et puis de l'autre côté, il y a Terry et Jess, qui sont les plus jeunes, qui adorent les humains, la télé, la junk food, qui vont à l'école, comme tous les enfants. Extrait de l'épisode 1, les voilà devant le directeur de l'école et une professeure. Well, what do you have to say for yourselves? About what? Someone broke into the computer lab and reprogrammed the IMAX with artificial intelligence. I used to be a cop. My name is Richard Michaels. This thing's been trying to arrest everyone that uses it. You're just blaming us because we're aliens. Everyone has access to those computers. Freeze, dirtbag. We found this stuck in the door. What? I've got both of mine. Why does that one look new? 'Cause I keep it in a glove. From now on, I want nothing but perfect behavior from you two. No terraforming the gym or making pod people or any of that outer limits bullshit. You act like regular kids or you will be expelled. Now get the fuck out of here! Alors dans cet extrait que vous venez d'entendre, Terry et Jess sont accusés d'avoir piraté l'ordinateur de l'école. Protestation de Terry qui dit « Vous nous mettez en cause parce que nous sommes des aliens, vous n'avez pas de preuve de ce que vous avancez ». Sauf que la professeure a trouvé à proximité du fameux ordinateur une des mains bleues de Terry. Margot, le terme d'alien dans cet extrait n'est pas anodin du tout. Ben non, parce qu'en fait en anglais ça a le double sens, ça désigne les extraterrestres mais aussi les étrangers. C'est la chanson de Sting, I'm an alien, an Englishman in New York. Voilà. Et donc évidemment, si on prend avec ce double sens, vous nous accusez parce qu'on est des étrangers. Il y a évidemment, ça rentre en résonance avec la façon qu'a la société américaine de traiter les immigrés. Et évidemment, je ne vous spoil rien en vous disant que la série est très dure vis-à-vis de ça. David Adric, est-ce que vous regardez de façon régulière les productions concurrentes ? Alors oui, j'essaye. Non, si, j'essaye. Après, c'est vrai que moi, je suis pas un grand fan d'animation à la base. Ah, c'est marrant. Oui, en fait, bon, j'ai mis du temps à le dire, surtout autour de moi, mais là, maintenant, je fais mon coming out, je ne suis pas un grand fan. Mais quelque part, c'est pas plus mal, parce que l'objectif, moi, le rêve même que je caresse, c'est quand même qu'à un moment donné, on fasse un peu moins la différence entre animation et fiction. Parce qu'aujourd'hui, c'est le problème qu'on a, nous, producteurs, nous, réalisateurs, techniciens d'animation, c'est qu'on est souvent mis dans une case. Ouais. On est traité comme un genre, même. Alors que non, il y a des genres dans l'animation, il y a de la comédie, il y a de l'horreur, etc. Et donc, pourquoi je dis ça ? C'est parce que j'aimerais beaucoup que, je sais pas moi, dans 5 ans, dans 10 ans peut-être, ça prendra le temps que ça prendra, mais qu'à un moment donné, tout le monde regarde une série, un film d'animation, comme il regarderait aussi bien une fiction, un Game of Thrones ou un long métrage. Et je vous dis ça parce que c'est quelque chose qu'on porte sur nous depuis qu'on s'est lancé dans cette quête de se dire, tiens, on va faire que de l'animation adulte, parce que aujourd'hui, c'est ce qu'on entend. De la part des diffuseurs, c'est ce qu'on entend de la part des financiers, c'est c'est l'animation adulte, oui mais du coup le marché il n'existe quasiment pas, non on est là pour le créer, et donc du coup voilà, c'est pour ça que je vous dis
mon regard de quelqu'un qui n'est pas spécialement fan d'animation, c'est justement d'amener l'animation par les sujets qu'on va aborder, par la façon dont on va la faire, avec quelque chose de beaucoup plus populaire que ce qu'elle est aujourd'hui. Même si c'est en train de changer grâce à justement des créateurs de génie comme Justin Roiland ou Dan Harmon sur Rick et Morty. Mais voilà. Et grâce aussi aux plateformes, j'imagine que tout Évidemment. ça a bouleversé votre secteur d'activité. Exactement. La chance qu'on a aujourd'hui avec les plateformes, c'est qu'elles savent qu'il y a un public. Pour ça, elles ont des statistiques, elles fonctionnent sur la data. Et du coup, c'est plus facile de les convaincre de leur dire « Regardez, on fait ça, il y aura du monde pour le voir ». Ce qui est plus difficile avec les chaînes classiques aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire que quand même, il y a des critères indispensables pour définir une série animée pour adultes ? Si vous deviez nous donner quelques ingrédients, ce seraient lesquels ? En tout cas, dans votre conception de la série animée pour adultes. Moi, c'est un peu... Alors, je ne vais pas révolutionner le métier de producteur, mais en gros, c'est un regard d'auteur. Oui. Parce qu'on fait des séries d'auteurs, nous, aujourd'hui... c'est pas forcément évident quand vous voyez Les Cassos, par exemple, qui est une série qui est très collégiale, qui est écrite à plusieurs. Par contre, dans les nouvelles séries qu'on fait aujourd'hui, qui sont des séries qui sont plus ambitieuses en termes de format, on est sur des épisodes d'une demi-heure à peu près. Là, c'est vraiment porté par des auteurs qui ont quelque chose à dire, qui est très proche de leur vécu, et qui portent un regard sur la société. C'est ce que je disais, au même titre que les autres fictions. Exactement. Là, je vais vous donner deux exemples. Là, on est en train de développer une série qui s'appelle Nymphopolis, qui est écrite par une autrice qui s'appelle Estelle Charrier, et coécrite par Alexis Beaumont, qui est donc un des directeurs artistiques du studio. C'est une série qui va parler de déconstruction, de féminisme, à travers des figures de la mythologie grecque. Donc, et c'est pourquoi oui. Cette série existe, parce que Estelle, à la base, qui est créatrice du concept à l'origine vraiment de l'histoire, c'est des questions qu'elle se pose de déconstruction, et elle a utilisé le médium de la série d'animation pour se raconter, comme ferait n'importe qui décide de faire une fiction, un long métrage. Alors sur Solar Opposite, on est plus dans la critique de la société de consommation, pour le dire rapidement. Pour refermer ce chapitre de Solar Opposite, moi je me suis énormément amusée à découvrir les aventures de ces extraterrestres un peu barrés. Chaque séquence donne quand même matière à sourire, voire à rire. Et puis il y a une construction scénaristique que je trouve absolument diabolique. Il y a une histoire dans l'histoire. Je ne vais pas tout vous dire, mais Terry, donc un des personnages, a la fâcheuse habitude de réduire les humains, c'est-à-dire qu'il va vous faire devenir comme des sortes de petites figurines vivantes qu'il va installer dans une sorte de vivarium, en quelque sorte, voilà. Et ce monde-là va donner naissance à une autre histoire, donc il y a une histoire dans l'histoire. Je trouve ça extrêmement malin. Les 8 épisodes de la première saison de Solar Opposite sont donc disponibles sur Disney+, dans l'univers Star. Attention, je le répète, il s'agit d'une série animée pour adultes, comme celle que nous allons aborder maintenant. Et voilà le moment du décryptage de la semaine. Parmi toutes les séries animées, nous en avons retenu quelques-unes. Et pour commencer, évidemment, je dis évidemment, parce que j'aurais pu même dire naturellement, ce sont les Simpsons. La création de Matt Groening, 32 saisons pour découvrir le quotidien de la famille formée du couple Homer et Marge Simpson et de leurs 3 enfants, Bart, Lisa et Maggie. Ils vivent à Springfield, près d'une centrale nucléaire. Ils représentent la classe moyenne américaine. Et puis, à travers leur aventure, c'est un peu comme Solar Opposite, c'est l'histoire des États-Unis qui se dessine. Particularité des Simpsons, ils ont parfois prédit des événements, voire des créations technologiques, et voire même un virus venu de Chine. Smithers, cette épidémie ne me fait pas peur. Je me suis fait fabriquer une bulle entièrement aseptisée. Pas un seul microbe ne peut y entrer ou en sortir. Bon sang, mais qui êtes-vous? Pas de panique, trouve une astuce. Je m'appelle Monsieur Burns. Le seul remède, c'est un bon repos. Tout ce que je vous donnerai ne serait qu'un placebo. Et où on peut trouver ces placebos? Dans ce camion, peut-être. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'un épisode qui date de 1992 et le virus vient bien de Chine à travers des cartons dans lesquels on importe des produits donc venus de Chine. David Aldrich, c'est une référence pour vous, les Simpsons, même si c'est très éloigné de l'univers de vos propres productions? C'est une référence qu'on nous a imposée, en fait. Dès qu'on voulait vendre une série, on nous disait oui, on veut quelque chose comme les Simpsons ou South Park. Ah. Donc, non, c'est pas vraiment une référence parce que les Simpsons, c'est vraiment écrit comme une sitcom classique. Oui. Ils ont défini un genre. Et nous, jusqu'à présent, on a commencé par faire des séries qui étaient beaucoup plus courtes,
Donc en termes d'écriture, on était dans quelque chose de complètement différent. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on a un peu galéré, c'est qu'on a dû réinventer un peu la roue en écrivant les Cassos, c'était du sketch. Sur Monsieur Flap, on était sur un format très court, en même temps feuilletonnant. On va en reparler de Monsieur Flap, voilà. ouais, Donc disons que c'est une série qu'on aime tous, mais c'est pas une référence qu'on a justement. Nous, on essaie de sortir de ça, parce que justement, on essaie de nous y mettre et on veut pas faire que ça. Il y a dans Les Simpsons, et en France, comme partout, il y a un truc qui est magique, c'est le pouvoir du doublage. Oui. Les voix sont extrêmement importantes. Elles sont devenues quasiment aussi célèbres que les personnages. Je pense notamment à Philippe Pétu et Véronique Augereau, qui sont les voix d'Homer et Marge. Comment vous choisissez, vous, les voix de vos productions animées ? Il y a un casting, comme pour une vraie série ? Alors, je dis vraie série, comme pour une série avec de vrais acteurs en chair et en os. Tout à l'heure, ça m'a interpellé. Tout à l'heure, vous avez dit un film avec des vrais acteurs et beaucoup d'acteurs de doublage, justement. Sont des vrais acteurs, on est bien d'accord. Sont tous des vrais acteurs, effectivement. On est bien d'accord. Mais donc, du coup, pour répondre à votre question, Eva, le casting, oui, le casting est très important. Et surtout, nous, on écrit avec les acteurs. Typiquement, une série comme Les Cassos ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si les acteurs n'étaient pas intervenus très en amont. Je me permets de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez nous dire en une ligne le pitch des Cassos ? Parce que moi, je la connais, mais peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas encore ce que c'est. Les Cassos, c'est l'histoire d'une assistante sociale qui va recevoir dans son bureau plein de personnages de la culture populaire qui ont chacun un vrai problème. Alors, on y trouve autant des personnages de dessins animés, je pense à Candy, par exemple, de jeux vidéo, et le lapin de la RATP, voilà, c'est mon épisode préféré. Exactement. C'est le lapin de la RATP. C'est marrant parce que beaucoup de gens nous ont dit oui, le lapin, mais les non-parisiens vont pas comprendre. Et en fait, si, on comprend tous. Et donc, tous ces personnages ont un vrai problème. Et donc, les comédiens, vous avez écrit avec eux les textes qui s'y réfèrent. Alors, pour vous expliquer le processus exact, c'est que ça commence, les Cassos, au début, c'est quelque chose qui s'est écrit de manière très spontanée. C'est écrit autour d'une bière, en gros. À l'époque, on pouvait en prendre en terrasse de café. Et donc là où les créateurs posent les bases d'une idée. Et après, très vite, ça passe entre les mains des comédiens en cabine. Où là, pour les premières saisons, on passait énormément de temps à essayer de trouver la bonne voix. Alexis Beaumont, qui a réalisé les saisons 2 et 3, passait énormément de temps avec eux pour trouver le bon truc. Ils font partie de l'écriture, mais au même titre que le dessin aussi. C'est-à-dire que quand vous prenez une fiction, vous avez donc les scénaristes qui font le scénario, qui le passent ensuite aux étapes qui suivent dans le processus. Nous, le scénario, ce n'est qu'un bout de papier qui va servir derrière aux comédiens pour le lire, et en même temps, sur un autre bout de papier, il y a un dessinateur qui dessine, qui donne une vie physique au personnage. Et donc, c'est ce dialogue qui est permanent entre le texte, les comédiens et le dessin qui fait la force des Cassos aujourd'hui. D'accord. Et des autres productions. Et les autres productions. Après, animées, les autres productions sont un peu plus longues. D'accord. Donc, du coup, c'est vrai que les comédiens arrivent peut-être un peu plus tard. David Aldrich, nous parlions des Simpsons. Eh bien, écoutez ce qui suit. Notre sérivore Clémence Olivier a déniché une histoire croustillante. L'aparté de Clémence. Les Simpsons, c'est non seulement une série animée que tout le monde connaît, mais c'est aussi un générique culte. Bon, je vous préviens, ça risque de vous rester en tête toute la journée. À l'image, on nous emmène à Springfield et on voit Bart, Homer, Lisa, Marge et Maggie rentrer tour à tour chez eux pour s'installer dans leur canapé devant la télé. Côté musique, le rythme est enlevé, les notes entêtantes, bref, le thème est hyper réussi. Mais est-ce que vous saviez qu'il est né d'une fulgurance ? Il aurait même été imaginé en une seule journée. Mais avant que je vous explique comment ce générique a été pensé, il faut que je vous parle du compositeur qui se cache derrière. C'est Danny Elfman. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais dans le domaine, c'est une pointure. C'est lui qui a imaginé une partie des musiques de Batman de Tim Burton, de Mission Impossible, de Chicago, de Desperate Housewives. Il a gagné des Emmys, a été nommé aux Oscars. Bref, c'est une référence. Mais quand il rencontre Matt Groening, le créateur des Simpsons, à la fin des années 80, il n'est pas encore célébrissime et il ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Matt Groening, lui, sait ce qu'il veut. Il détaille à Elfman le pitch de sa série, décrit le tempérament de ses personnages et il griffonne même quelques croquis. Surtout, il lui dit ce qu'il a en tête pour les Simpsons. C'est une musique rétro qui est différente de ce qui se fait alors dans les années 80 à la télé. Ses références à lui, ce sont plutôt les dessins animés Les Pierres à Feu, sortis dans les années 60, ou leur équivalent futuriste, les Jetsons. Elfman adore cet univers, et le générique des Simpsons lui apparaît quasi instantanément
comme une évidence. Il raconte qu'il a imaginé la musique dans sa tête directement après le rendez-vous avec Groening, alors qu'il était au volant de sa voiture. Une fois arrivé dans son studio, il écrit en quelques heures la partition avant de l'enregistrer sur une multipiste. Et voilà ce que ça donne. Groening est séduit. Il achète direct et n'apporte aucune modification. Elfman saute de joie, sans savoir que Les Simpsons deviendra la série culte et satirique que l'on connaît. Une série qui compte aujourd'hui près de 700 épisodes. Plus tard, il dira que c'est la musique la plus simple qu'il ait jamais composée. C'est celle aussi qui lui rapportera le plus d'argent et de notoriété. Et je précise que c'est assez délicieux d'ailleurs de se plonger dans les épisodes les plus anciens, les premiers épisodes, parce qu'il y a un côté un peu décalé, amusant à observer, notamment sur la société américaine. C'est vraiment très très bien, et ça s'appelle Les Simpsons, vous connaissez, et donc c'est sur Disney+. Du côté de Netflix, Margot, il y a un autre héros très politiquement incorrect qui nous régale de ses aventures. Alors ça, c'est depuis 2014. Il s'agit d'un drôle de cheval anthropomorphisé, BoJack Horseman, créé par Raphaël Bob Waksberg. Oui, alors BoJack Horseman, en fait, c'est un acteur de sitcom. Il joue un acteur de sitcom qui a connu la gloire il y a plusieurs années et qui est là plus âgé, complètement sur le déclin. Et donc au début de la série, il essaie de se refaire une santé médiatique et de sortir de sa dépression permanente en écrivant avec l'aide d'une plume son autobiographie. Sauf qu'il n'arrête pas de commettre des faux pas en permanence. Il a une vie assez décadente. Et au début de la première saison, le dire, oui. assez. Au début de la première saison, il fait ce qu'il faut surtout pas faire aux États-Unis. Il critique publiquement les militaires et donc s'ensuit un déchaînement sur les chaînes d'infos. L'ancien acteur de télé qui déteste les soldats américains n'a pas quitté son domicile depuis son commentaire très controversé sur le fait qu'il déteste les soldats américains. BoJack Horseman me fait vomir. Il a exprimé son point de vue. Même s'il est mal vu par la population, c'est la chose la plus lâche qu'un humain puisse faire. Après qu'on a fait l'amour, il a tiré la couverture sur lui, comme un arabe. Au moment où je vous parle, le Congrès est en train de voter un projet de loi en éducation qui pourrait restructurer complètement la façon de... Joanne, je suis désolé de t'interrompre, mais on a une nouvelle de première importance concernant BoJack Horseman. Il semblerait que la voiture de BoJack est en train de sortir du garage. Ça, c'est de la nouvelle. Pouvez-vous nous donner votre avis sur les propos controversés de BoJack ? Non. Alors c'est drôle parce qu'on retrouve vraiment tout ce qui fait les chaînes d'infos, y compris en France aujourd'hui. Et ça nous faisait rire en studio. Même David Alric souriait en écoutant cet extrait de BoJack. Mais c'est drôle en fait parce que et on retrouve ça aussi dans Solar Opposites dont on parlait. C'est vraiment la télé qui se moque de la télé très souvent dans ces séries d'animation. Vous connaissez cette série animée pour adultes ? Oui, je la connais. J'ai pas tout vu, mais... Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime beaucoup parce que c'est très différent justement de ce qui avait été fait jusqu'à présent. J'aime beaucoup, c'est très cynique. Et puis après, ce que j'aime bien, c'est que graphiquement, déjà, alors après, on aime ou on n'aime pas, mais ça sortait un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc je trouve qu'en termes d'inventivité, il y a eu quelque chose, une proposition très intéressante. Alors le mot cynisme, c'est vraiment le mot que je colle à cette série. Et c'est sans doute pour ça que je l'aime beaucoup. Les 6 saisons, soit 76 épisodes, sont disponibles sur Netflix. On vous la recommande grandement. Évidemment, David Alric, vous êtes dans ce studio et on va parler de vos productions. On en a déjà dit quelques mots. Moi, je suis absolument fan de votre personnage, Monsieur Flap. Les 3 saisons sont à voir absolument sur slash.tv. Et dès le générique, Monsieur Flap est plutôt bien décrit. Monsieur Flap a une tête de cul. L'amour c'est pas facile quand tout le monde voit ton ami. Moi personnellement je suis plutôt mal à l'aise avec ce genre de gars parce qu'il a un espèce de regard vitreux. On sent qu'il y a du potentiel mais c'est... Ah le mec à droite ? Ah non lui non. Excusez-moi du peu mais on voit son anus là. Je dirais les gars un peu tu sais qui te violent là dans le métro. Bon, là, ça va pas être la tarte. Hein. Je sais pas où il en est avec lui-même, mais je pense que là, il a un gros complexe. Alors, c'est marrant parce qu'on s'était pas mis d'accord avec Margot sur les extraits qu'on allait prendre, mais là, ce qu'on vient d'entendre, donc c'est un extrait de la première saison de Monsieur Flap. Et c'était une parodie, enfin, vous critiquez à travers cet extrait Christina Cordula. Pas elle, mais, le système médiatique. Voilà. Et donc, c'est encore la télé qui regarde la télé. Ouais. C'est assez amusant. David Alric, je vous laisse le soin de nous décrire physiquement Monsieur Flap. Alors, je voulais préciser, nous, on n'a pas fait appel à Danny Elfman pour faire la musique du générique. Ouais,
Si vous voulez, c'est marrant parce que les extraits que vous avez choisis, en fait, c'est là où je me rends compte qu'on a tout fait maison. En fait, c'est Brice et Nicolas qui sont les créateurs du show, qui ont fait eux-mêmes la musique, qui l'ont composée. Les voix qu'on entend dans l'émission de Christina Cordula, c'est eux. Donc voilà, tout d'un coup je réalise qu'effectivement ils sont présents partout et que ça donne justement cette identité très particulière à cette série. Alors Monsieur Flap, pour moi c'est assez simple, c'est une comédie romantique. Non, mais je sais que j'étais sûre que vous alliez... Non, c'était pas ça ma question. Est-ce que vous pouvez me le décrire physiquement, ce personnage? Monsieur Flap, c'est quelqu'un qui a un physique particulier. Il est, on va dire qu'il est monté à l'envers. Voilà. Si vous prenez, alors il faut être très très souple, hein. Oui. N'essayez pas chez vous à la maison, mais en gros vous pliez en deux, mais comme si vous essayez de toucher en fait vos pieds avec vos mains. Et votre visage devient vos fesses. Exactement. En fait. Enfin, vos fesses deviennent vos visages. Votre visage, pardon. Oui, voilà. C'est un peu technique, mais c'est ça. Exactement. C'est ça. Et il faut être un garçon. Et il faut être un garçon, même si on s'est beaucoup posé la question d'avoir. Vous avez vu les épisodes, voilà. Donc on peut être aussi une fille. Il ne faut pas spoiler. Oui. Voilà. Comment est né ce personnage? C'est-à-dire, qui est la folle personne qui a pu imaginer cet homme? Eh ben, ce sont Brice et Nicolas, donc les deux créateurs qui, je crois que pour l'anecdote, ils sont dans leur cours de cinéma d'animation Gobelin et ils ont bu une bière aussi. Ils ont, alors pas peut-être encore. Pas qu'une. Mais en tout cas, voilà, ils ont griffonné comme ça sur leur papier pendant leur cours et le personnage est né comme ça. Donc c'est vraiment un dessin, tout est parti d'un dessin. Et après, donc ils ont eu envie d'en faire un court métrage. Je crois qu'ils ont créé une famille autour de Monsieur Flap, enfin une belle famille. Et après, donc ils sont venus voir Bobby Prod. Et là, il m'a montré des storyboards où on sentait qu'on pouvait raconter quelque chose de très intéressant avec ce personnage qui était donc hors du commun. Et donc on s'est lancé. On a commencé à écrire une comédie romantique et on a eu la chance de convaincre France Télévisions là-dessus, qui contre toute attente nous a suivis sans émettre le moindre doute sur la faisabilité de cette série sur le service public. C'est assez fou quand même. Oui, c'est gratuit, allez-y, regardez ça, c'est vraiment exactement, formidable. Ils nous ont suivis pendant 3 saisons. On a vraiment eu beaucoup de chance. Ouais. Il y a une nouvelle saison qui est dans les tuyaux ou pas encore? Pour l'instant, non. On a vu cette série comme une espèce de trilogie en 3 parties, avec chaque saison correspond vraiment à une étape de la vie de Philippe Flap. Maintenant, les auteurs avaient envie de faire autre chose avant peut-être de se replonger sur les aventures de Flap. Vous avez utilisé le mot storyboard, qui est un terme technique. Alors nous, peut-être que dans le studio, on sait exactement à quoi ça fait référence, mais vous pouvez nous expliquer en une phrase ce que c'est? Le storyboard, je dirais que c'est une façon de mettre presque en bande dessinée une histoire pour pouvoir, avant de passer à l'étape qui est la plus coûteuse, qui va être l'animation, de voir si le film ou la série fonctionne. Donc c'est une sorte de brouillon, on va dire, du film. Ah oui, Margot, est-ce que, selon vous, il y a une différence entre la production des séries animées américaines et françaises? Vous décrivez Monsieur Flap comme une comédie romantique, et effectivement, je trouve que, parce qu'en fait, Monsieur Flap est amoureux de sa coiffeuse, voilà, juste en face. C'est vrai qu'il y a quelque chose un peu du domaine de l'intime que moi, personnellement, j'ai du mal à retrouver dans les séries américaines qui sont extrêmement cyniques. On en a cité très beaucoup politique, et très politiques. Ouais. Et la vôtre est peut-être plus du domaine du romantisme. Est-ce que c'est une différence liée à leur nationalité? Alors, je sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que la différence, elle vient du fait que, justement, les auteurs, les créateurs font quasiment tout eux-mêmes. Donc, ils sont très proches de ce qu'ils font. Leurs idées ne sont pas du tout diluées. Et il y a autre chose aussi, c'est que aux États-Unis, beaucoup de séries ne sont pas des séries de gens qui font de l'animation à la base. Ce sont des séries de personnes qui font des one-man shows, d'humoristes, de comiques. Donc ils arrivent déjà avec ce cynisme, avec cette façon de voir la société, de la croquer. Là où les séries qu'on fait chez Bobby Prod, ce sont des séries d'auteurs qui ont envie de parler de leur vie. Et Monsieur Flap, si vous regardez, donc la première saison parle de cette rencontre amoureuse. La deuxième saison, sans spoiler, mais je peux quand même dire que c'est l'arrivée d'un enfant. Et la troisième saison, c'est comment être un père et responsable, et une famille responsable dans un cadre un peu particulier. Et ben, si vous regardez, ça correspond exactement à la vie de Brice et Nicolas, qui ont eu un enfant avant la saison 2. Et donc, on retrouve vraiment deux dans cette série. Les personnages, le nom des personnages sont des noms de personnes qui sont proches d'eux. Donc voilà, ils sont très très proches de... Alors là, vous m'avez fait une transition pas croyable. Parce que dans vos productions, donc il y a les casseuses dont on a parlé, qu'on peut retrouver notamment sur YouTube, qui sont régulièrement diffusées sur Canal Play. Vermine, sur Netflix, excellente série animée. Sur Blackpink aussi. Voilà. Et puis il y a Pipoudou. Alors, Pipoudou, série animée très très mignonne en apparence, David Alric. Le pitch, c'est quoi exactement de Pipoudou? Parce que là, si vous me dites que ça fait référence à la vie intime des créateurs dont vous allez nous parler dans un instant,
Je m'inquiète un peu. Je vous laisserai leur poser la question, parce que je ne connais pas leur vie intime. Vous voulez Mais qu'on par écoute contre- ce que ça donne déjà et vous nous dites le pitch après ? Bien sûr. Voilà, comme ça fera un mystère de moins. Ça alors, un voleur de légumes, c'est un sacré mystère. Ça par exemple, des poils blancs. Cela veut dire que le coupable a des poils blancs. Oh, est-ce que c'est toi, Kevin? Mais non, je ne suis pas un gros connard de vegan, tu le sais bien. C'est vrai. Mais alors? Jean-Luc? Mais qu'est-ce que ça signifie? Quoi? Mais non, je... Oh! Oh ça alors, il faut mieux mâcher vos aliments, monsieur Lapine. Et non, Pipoudou. Je ne crois pas que ces légumes soient passés par la bouche de Monsieur Lapine. Docteur Lachatte, vous avez la clé du mystère? Je pense plutôt que Monsieur Lapine a sélectionné des légumes ressemblant à des grosses verges en érection pour stimuler sa prostate par voie anale. Et là... Donc, il manque l'image quand même. Il manque l'image, on est bien d'accord. On a ce ton pédagogique. Voilà. Quand même. Donc, dans les images, ce sont des animaux dont on voit le sexe d'ailleurs. À chaque fois, il y a un cochon, il y a une éléphante, notamment dans l'épisode 2. Donc, le docteur Lachatte, qui est une très belle siamoise. Je dis siamoise, mais je ne sais pas si c'est une chatte siamoise d'ailleurs. Voilà, ouais, mais avec très bien dotée d'attributs féminins. David Alric, on se dit que heureusement que le CSA n'a pas de prérogatives sur les plateformes. On est d'accord ou pas? Alors, Et sur YouTube? Alors, la série n'est pas sur YouTube. Non, elle n'est pas sur YouTube, c'est vrai. Et c'est justement, non mais là vous touchez du doigt Eh oui. un point hyper C'est que important. vous ne pourriez pas la mettre. Exactement. Je vais expliquer ce que c'est que Pipoudou. Pipoudou, c'est créé par quelqu'un qui je travaille depuis très longtemps, dont j'admire complètement le travail, qui s'appelle Balak, qui a eu depuis longtemps cette idée d'utiliser en fait le dessin animé pour enfants, qui est quelque chose qui a pu aussi le faire souffrir à une époque, parce qu'il faisait beaucoup de dessins animés pour enfants, et donc du coup il s'est dit tiens, et si on utilisait les codes, on sent qu'il veut se venger, c'est et si on vrai. utilisait les codes du dessin animé pour enfants pour raconter des choses qui sont vraiment pas pour les enfants. Donc qu'est-ce que c'est? Donc Pipoudou, c'est une série éducative qui parle de sexe pour les adultes. Si je résume, c'est un Dora l'exploratrice du cul. C'est pas mal, Voilà. c'est une très bonne formule. C'est un peu comme ça qu'on l'a vendu au Black Pills. Voilà, donc le pitch, pour moi, c'est des animaux de la forêt jolie qui vivent dans une forêt comme dans n'importe quelle série pour les tout petits. Et Pipoudou, on suit les aventures de Pipoudou qui va se poser des questions sur des aventures qui souvent tournent autour du sexe. Donc il va apprendre que la sexualité, ce n'est pas sale, que c'est quelque chose qui peut être extrêmement positif grâce à l'intervention du docteur Lachatte qui ramène un peu les choses dans leur contexte. Et donc il va rencontrer plein de personnages, il va voyager, et à côté de lui, il est entouré d'un groupe d'amis qui ont chacun leur particularité. Et donc, la série, on la retrouve sur quelle plateforme? Alors aujourd'hui, la série, on est très fiers de dire qu'on la retrouve sur le site bobbypills.com. Et voilà. Voilà. Obligé. On était obligé de le faire parce qu'effectivement, c'est une série qui, par son contenu, tout le monde nous a fermé la porte. Et on comprend, parce que c'est une série qui est effectivement très, très crue. Mais du coup, on en a fait une opportunité, c'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, et si on la diffusait nous-mêmes? Et donc aujourd'hui, les 16 épisodes sont sur notre site. On a réussi quand même, mine de rien, à avoir une audience en cumulé, je dirais, autour de 15 millions. De personnes de vues. Derrière, ça nous a permis aussi de fédérer une communauté qu'on a sollicité il y a plus d'un an pour leur dire écoutez, on a très envie de faire une saison 2, on sent que vous aussi, mais malheureusement on peut pas la faire dans le système de financement classique, donc est-ce que vous êtes prêts à nous donner un peu d'argent pour qu'on la fasse? Et c'est comme ça qu'on a fait une campagne de crowdfunding qui nous a permis de lever 500 000 € et de faire cette saison 2. C'était la question que je voulais vous poser tout à l'heure parce que vous avez dit le mot financier. Combien ça coûte une série animée? Est-ce qu'on est dans l'ordre de grandeur d'une série classique? Alors aujourd'hui, des séries classiques, il y a des... C'est compliqué. Mais ma question est pas très bien formulée, je le reconnais, mais parce qu'il y a tous les budgets possibles. Voilà, je peux vous dire, en gros, on peut aller alors ça coûte assez cher quand même, globalement, à la base. Le ticket d'entrée, si on veut quelque chose de bien, est assez cher, mais on est entre 12 000 et ça peut monter jusqu'à 30 35 000 € la minute. La minute? Oui. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. D'accord, mais c'est très drôle. Pipoudou,
Et puis, comme vous le disiez, Pipoudou a une immense qualité. On apprend des tas de choses en matière de sexualité. Moi, je trouve que le regard que vous portez, qui est un regard engagé, critique sur le sujet, est extrêmement intéressant, qu'on ne retrouve pas dans les autres productions. J'en connais aucune de série comme Pipoudou. Voilà, on est d'accord. C'est bien l'idée, c'est ce qu'on cherchait à faire justement. Et je me permets juste de citer ce slogan de Balak que je trouvais génial et qui qualifie bien la série. Il disait qu'avec Pipoudou, on apprend que le sexe, ça peut être salissant mais pas sale. Et je trouve que c'est assez juste. C'est pas mal. On va la garder. Et puis on va garder Dora l'exploratrice du cul. J'aime beaucoup cette expression. David Adric, il est temps de quitter ce monde des séries animées pour se concentrer sur notre sélection de la semaine. C'est la série à voir, notre recommandation. La découverte de Seriland. C'est la dernière partie de cet épisode de Seriland avec nos recommandations de la semaine. Ce sont les séries incontournables qui font l'actualité, qu'on a regardées pour vous. Et avec Margot, nous avions très envie de vous parler de 9 Meufs, la nouvelle création originale de Canal+, réalisée par Emma Decaune. 9 instantanés de femmes qui vivent dans le même immeuble. Chaque épisode dure 10 minutes et se déroule dans un appartement différent. On va aller d'ailleurs retrouver Lola. C'est une jeune adulte et face à elle, un homme travesti, la cinquantaine. On ne sait pas encore quelle est la nature de leur relation. Réponse dans cet extrait. Je suis triste, papa. Mais je sais. Les histoires d'amour, c'est toujours compliqué. Et puis si c'est pas compliqué, c'est chiant. Mais il y a quelque chose que je t'ai pas dit. Quoi? Tu sais pourquoi il m'a quitté? Comment ça a été quitté? Je croyais que c'est toi qui étais parti. Non, c'est lui. C'est lui, mais il m'a dit que c'était mieux comme ça. Mais pourquoi il a fait ça, ce salopard? Il se trouve trop vieux pour moi. N'importe quoi. Il a quel âge? Il a ton âge? Ton Simon? Il a mon âge? Oui, enfin, il a 2 ans de moins que toi. Et il dit que c'est trop. Et il dit qu'il m'aime, mais après il dit que c'est mieux s'il me quitte parce que sinon il va gâcher ma vie. Évidemment que c'est trop, évidemment qu'il va gâcher ta vie, il aurait pu penser plus tôt, j'ai envie de te dire. C'est qui ce mec? Tu l'as rencontré où? À la fac. Il est pas en avance. C'est mon prof. Voilà, vous avez un condensé de 10 minutes en 1 minute. Vous avez beaucoup aimé cette série, Margot? Oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup ri. Alors, on rit pas forcément d'ailleurs toujours aux éclats comme cet extrait est parmi les plus drôles, mais c'est plus une série légère, poétique et puis même mélancolique aussi parfois, puisque ça parle vraiment du désir féminin, de l'apprentissage aussi du sexe. Il y a tout un épisode avec une fille qui demande à sa mère, qui la bombarde de questions sur sa première fois sur l'orgasme. Et puis, il y a aussi les déceptions amoureuses. Donc, c'est une série qui vous attrape comme ça, en ayant l'air de rien raconter en plus, et qui tombe toujours juste, et qui finit par dresser un panel assez large de toutes les émotions liées à l'amour et aux sentiments que peuvent ressentir les femmes, mais pas que, puisque donc il y a aussi des personnages masculins, exactement. Dont un joué par Philippe Catherine, qui est absolument incroyable, qui apparaît dans 3 épisodes différents. Et c'est vraiment une jolie réussite qui, en plus, est très très bien interprétée, à part Aïssa Maïga, qui est l'actrice la plus connue, qui joue d'ailleurs un rôle génial de femme qui fait déborder sa baignoire pour créer un dégât des eaux chez son voisin du dessous, dans l'espoir de le pécho. Donc j'aime beaucoup ce personnage. Et tout ça en 10 minutes. Voilà. Mais à part elle, c'est vraiment des actrices qui sont pas connues, mais qui sont toutes super lumineuses. Moi, j'ai vraiment adoré. Alors, je suis d'accord avec vous. Dans l'extrait qu'on a entendu, c'est Solène Rigaud, qui est une jeune actrice qui est formidable, qui est face à Charlie Dupont, qui est un comédien extra, qui est belge, que j'aime beaucoup, que vous pouvez voir en ce moment dans La faute à Rousseau. Et la jeune fille dont vous parliez, Margot, donc qui pose beaucoup de questions à sa maman sur la vie sexuelle, c'est la fille d'Emma Decaune, voilà, qui est face à Mademoiselle Agnès, qu'on découvre comme comédienne. Et ça aussi, c'est une des réussites de 9 Meufs, c'est à voir sur mycanal.fr. Mais pour terminer cet épisode de Seriland, eh bien la parole est à notre invité expert. Le crush de l'invité. Et oui, David Alric, nous terminons toujours avec le crush de l'invité, c'est-à-dire votre coup de cœur. Et je partage votre enthousiasme pour la série Validée, qui est à voir également sur MyCanal. Série estampillée Franck Gastambide, dans laquelle on découvre la naissance d'un surdoué du rap, Clément, interprété par Attic. Alors Attic, c'est un vrai rappeur dans la vraie vie. Et depuis des années, il envoyait des sons à Mastar, qui est un autre rappeur très connu, qui ne lui a jamais répondu. Et puis ils vont se retrouver dans un studio de radio et Clément, eh bien, il va pas se démonter face à son idole. Bah en fait, Mastar, je lui ai envoyé v'là mes sons, mais il m'a jamais répondu. Bah, c'est peut-être l'occasion de lui montrer un petit peu ce que tu vaux maintenant, non? Qu'est-ce que t'en penses? Mastar, est-ce que tu serais d'accord?
Il a dit qu'il était chaud, il est monté. T'es chaud, on te balance une instru? Ouais, on peut essayer, ouais. Ok, allez, c'est parti, instru maintenant. Ah, appelle-moi pas Charles, mon Tipeee. J'ai le regard tout triste depuis que mon daron est dit par qu'il a lâché ses types sur le terrain malgré mes 12 piges. Quand tous mes potes s'amusent, la rue a déjà tué mon enfance, donc n'appelle pas Samu. Maman bosse, son fils bosse, mais c'est pas le même zéo. J'suis dans le bank, j'vends la drogue, j'me vois ta tête du réseau. Avec mes rayons barreaux, dans les couilles quelques barreaux. Et si t'es potes, j'te fais un tarot, j'te tape comme les barreaux. Et ça fait Charles, mon Tipeee, Charles, mon Tipeee. J'suis dans mon hall et j'rêve d'être sur une plage à MTP. Qu'est-ce que vous aimez dans cette série, David Aldrich? J'en attendais pas grand-chose Oui. à la base parce que quand j'ai vu la bande-annonce et tout, ça m'a pas interpellé. Mais par contre, je m'y intéressais parce que j'ai très envie de faire une série sur le rap en animation. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais quand même la regarder. Et en fait, j'ai mis le doigt dedans et je me suis laissé prendre jusqu'à la fin. Je trouve qu'il y a une tension permanente. J'ai vraiment vibré. Ça fait longtemps que j'avais pas vibré comme ça pour un personnage. Et donc, j'ai été bluffé, en fait. Je trouve que l'écriture est géniale, les acteurs sont géniaux. Non, vraiment, chapeau. Vraiment un très gros coup de cœur, alors que je n'attendais pas grand-chose à la base. Oui, je trouve que l'extrait qu'on vient d'entendre symbolise assez tout ça. C'est-à-dire que vous avez vu, on entend très bien le ton. On a l'impression d'être dans une conversation classique ou dans une sorte de documentaire et pas du tout dans une fiction. Attic est quand même n'est pas comédien et au départ il est rappeur. Il est extraordinaire dans le rôle principal. Et puis il y a cette bande son qui est absolument géniale, qui a été créée pour la série. La série a très très bien marché, notamment sur les plateformes, puisqu'il y a eu beaucoup de visionnage. Une des meilleures performances de Canal+, effectivement, l'année dernière. La saison 2 de Validé est attendue dans les prochains mois, avec au casting notamment, alors Attic est parti, mais il y aura des personnages féminins qui seront mis en avant. Laetitia Caffa et Amel Bint font partie de ce casting pour donc la saison 2 qu'on attend dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Margot Barallon, on vous retrouve bientôt dans Seriland évidemment, mais aussi aux côtés de Philippe Vandel sur Europe 1 avec des tas de conseils séries, parce qu'il y en a toutes les semaines, évidemment. Et puis merci infiniment David Aldrich de nous avoir rejoints pour cet épisode. On attend vos prochaines productions chez Bobby Prod et chez Bobby Pills. Merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir posé un peu ce projecteur sur l'animation adulte. Ça fait beaucoup de bien. Qui parle aussi de sujets de société comme toutes les autres séries. Exactement. Donc on en reparlera évidemment au cours de la saison. Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'un héros de série. Place à Homer Simpson. Alors je ne me risquerai pas une imitation, mais parmi les répliques cultes, il y a celle-ci. Se faire manger par des crocodiles, c'est comme s'endormir dans un mixeur géant. Dans le prochain épisode de Seriland, je vous propose un grand entretien avec la comédienne Sonia Rolland. Elle est l'héroïne des nouveaux épisodes de Tropique Criminel à voir sur France 2. Elle est également très engagée dans la défense de la diversité sur nos écrans. Ce sera un des sujets évoqués au cours de cette interview. Seriland est un podcast Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Margot Barablon, Magali Buteau et Salomé Journeau. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira. Restez à l'écoute et puis surtout parlez-en autour de vous. Commentez, faites-nous part de vos retours. Vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Et le groupe Facebook de Seriland est là pour vous aussi. Attention, dans Seriland, la règle ne change pas. Pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.